Fred Savard avec vous pour ce 42e épisode de la saison 4. En fait, c'est les épisodes de l'été, les épisodes estivaux. J'étais pas sûr d'en faire un cette semaine, mais là, il est arrivé quelque chose. Cette conférence de presse de Martine Biron, et là, toute cette discussion sur est-ce que les journalistes peuvent faire de la politique, le malaise autour de cette nomination-là, puis si on recule un peu, il y a eu Bernard Drinville, ça fait longtemps que les journalistes font le saut. Et là, je me suis dit, enfin l'occasion d'introduire un nouveau chroniqueur. Philippe de Grosbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venu à la balado il y a quelques temps pour parler de votre... En fait, vous êtes venu parler de votre essai. Magnifique, extraordinaire essai, La collision des récits. Et j'invite les gens qui ne l'ont pas lu encore d'aller se le chercher. Là, l'épisode actuel est diffusé le 13 août. Ça, c'est la première diffusion. Donc, on a passé Hier, c'était la journée d'achat du livre québécois, qui me gosse un peu, là, cette espèce de campagne un peu... Je dis pas qu'il faut pas acheter de livres québécois, mais je pense qu'il faut en acheter à l'année. Puis c'est ces journées-là spécifiques où on prépare ça depuis des semaines. Bon, mais cela dit, j'espère que vous en avez profité pour acheter La collision des récits parce que vous l'avez entendu à la balado. Puis là, j'avais envie, Philippe de Grosbois, je rappelle, vous êtes professeur de sociologie au Collège Annecy. Oui. Et la chose médiatique, l'analyse des médias, la crise des médias, c'est ce qui occupait, qui était le cœur de votre essai. Puis je trouvais que j'avais envie de vous avoir comme chroniqueur pour que, puis on verra la fréquence, là, une espèce de vigile des médias, de ce qui se passe, de ce qui se discute. Et je trouvais que l'entrée en politique de Martine Biron, c'était un beau prétexte pour briser la glace et vous inviter. Certainement. Voilà. Ben oui. Là, il y a beaucoup été question de malaise cette semaine lorsque Martine Biron a annoncé qu'elle se présentait pour la CAQ. Puis là, j'avais envie, avec vous, d'aller un petit peu plus loin, justement, dans cette réflexion-là. Comment on peut aller plus loin pour aller au-delà du malaise? Oui, ben c'est parce que le débat, jusqu'à date, il s'est fait beaucoup sur le plan de l'éthique, sur le plan de la déontologie. Oui. Donc, est-ce qu'elle a fait les bonnes choses au bon moment? Qu'en est-il de sa relation avec les sources d'autres partis, selon le moment où elle a su? Est-ce qu'il aurait dû avoir un délai plus grand? Il y a eu une entrevue avec Michaël Nouyen, qui est président de la FPJQ, vraiment pas longtemps après qu'on l'a appris la première fois. Là, il y a 2 semaines environ. Oui, c'est ça. Donc, il était à Radio-Canada, président de la FPJQ. Il disait que, dans le fond, il n'y avait pas tellement de problèmes parce que toutes les règles avaient Attendez, été... Philippe, c'est un gros projet, la balado. Nous avons une énorme équipe qui va chercher des extraits, c'est-à-dire moi. On va aller d'écouter tout de suite. Oui. Mais il faut rappeler que les journalistes, on est quand même régis par des guides de déontologie excessivement stricts qui fait que tout le monde a son opinion personnelle sur plein de sujets, mais en même temps, en tant que professionnels, quand on fait notre travail, on fait très attention de regarder les choses froidement, les choses de façon très neutre. Alors ça, c'était à l'émission du Retour à la maison, là, à Québec, si ma mémoire est bonne. Là, on sent évidemment les journalistes. Là, Yves Boisvert aussi a fait un texte pour dire qu'il y avait un malaise, mais c'est vrai qu'en même temps, ce sont des citoyens. On ne peut pas les empêcher de se présenter en politique. Le président de la Fédération professionnelle des journalistes l'a répété plusieurs fois dans la même entrevue. En fait, il dit, je comprends qu'il y a un malaise, mais les journalistes vont être là pour poser des questions à Martine Biron. À une autre journaliste. Là, je dis pas ancienne, c'est trop tôt. Là. Oui, ou des journalistes qui, on ne sait pas, peut-être dans 1 an ou 2 vont être rendus en politique aussi, mais en tout cas, c'est comme, dans le fond, le message, c'est de dire, ben oui, c'est vrai que ça nous interroge un peu, mais le système fonctionne, en gros. Il n'y a pas vraiment d'enjeu avec ça. Il y a eu une autre sortie d'un administrateur de la FPJQ. Ah, j'ai pas vu ça. Mais c'était sur un article écrit de Radio-Canada. Puis là aussi, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y a une certaine confusion parce que c'est Julien Renaud, en fait, qui est administrateur à la FPJQ. Il dit d'un côté, les caractéristiques de la fonction de journaliste, la fonction de politicien, politicienne sont très semblables. Donc, c'est pas super étonnant. Ouais. Mais un petit peu plus loin dans l'article, il y a une autre citation de lui où il dit qu'il y a une incompatibilité totale entre les deux fonctions. Donc, on est un peu sur les... On sait pas quoi faire, en fait. Exact, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'avais envie justement de réfléchir à c'est quoi ce malaise-là, c'est quoi le malaise qui a été exprimé, puis c'est quoi peut-être mon malaise aussi par rapport à ça. Je pense que s'il y a de la confusion un peu par rapport à tout ça, c'est que notre définition de ce que c'est que le journalisme, puis de ce que c'est que ses rapports avec la politique, avec le pouvoir... Ouais. Bien, ces définitions-là sont assez confuses aussi. Qui est journaliste? À partir de quand est-ce qu'on est journaliste? À partir de quand est-ce qu'on ne l'est pas? Oui, parce que, rappelez, ça m'a frappé aussi dans les critiques qui ont été adressées à Martine Biron.
c'est que les journalistes qui la questionnaient disaient, ou en fait qui commentaient disaient, c'est pas une simple journaliste, elle commente l'actualité. Fait qu'elle fait pas juste rapporter des faits. Oui, c'est ça. Elle analyse. Et ça, pour certains journalistes, ça semblait être une couche supplémentaire de malaise. Puis oui, mais je sais pas trop jusqu'à quel point que c'est malaisant parce que t'es analyste. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Là, quand on disait, là, comme elle est analyste, ça devrait être encore plus dangereux, ou en tout cas, ça devrait nous interroger davantage, ce qui est un peu bizarre parce qu'en même temps, si on est analyste, ça veut dire justement qu'on s'investit un peu plus. Qu'on s'y intéresse plus. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les malaises jusqu'à date qui ont été exprimés, il y a une certaine conception du journaliste qui est derrière ça, qui est un peu la conception dont je parle dans le livre, que j'essaie beaucoup de remettre en question. C'est l'idée que finalement, le journalisme est à l'extérieur du jeu politique, donc il regarde la scène politique de l'extérieur en étant détaché de ça. Il n'est pas au centre. Non, c'est ça. Il ne fait pas partie de ça. Il est vraiment dans l'observation. C'est un journaliste qu'on considère qui ne prend pas parti, qui n'exprime pas d'opinion. Il va avoir des analyses, mais il n'est pas là pour prendre des positions, pour afficher des convictions. Et qui est un journaliste qui est essentiellement là pour surveiller le pouvoir, pour critiquer le pouvoir. Mais tout ça, c'est pas nécessairement que c'est à 100% faux, mais c'est que le portrait général du journalisme est beaucoup plus complexe puis beaucoup plus varié que ça. Les journalistes ne sont pas à l'extérieur de la société, ils ne sont même pas à l'extérieur du pouvoir comme système comme tel. Non. Si on prend l'expression « quatrième pouvoir », moi, je trouve cette expression-là est très révélatrice parce qu'il y a vraiment une ambiguïté dans l'expression « quatrième pouvoir ». Parce que des fois, on va dire « quatrième pouvoir » parce que ça vient un peu, justement, contrecarrer ou contrebalancer les autres pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires. Mais en même temps, si on dit « quatrième pouvoir », c'est comme si on disait que finalement, le journaliste ou les médias font partie du système du pouvoir. C'est un des visages, c'est une des facettes du pouvoir. J'ai même vu des images dans des formations, tout ça, où on voyait comme une espèce d'édifice avec les 4 piliers, puis on voit législatif, exécutif, judiciaire, médias. Donc, de dire que les médias ou le journaliste est à l'extérieur du pouvoir, juste cette expression-là, ça vient un petit peu le remettre en question. Tout à fait. Tout le passage de ces journalistes-là, bon, là, c'est sûr qu'on parle plus de Martine Biron, mais Bernard Drinville, je trouve que c'est un cas vraiment assez fort parce qu'il y a vraiment un aller-retour à 2 reprises. Donc, je suis allé chercher les dates. 1989 à 2007, donc journaliste à Radio-Canada. 2007 à 2016 au Parti québécois. Oui. Un beau passage au Parti québécois. Oui, certainement. Remarqué. De beaux souvenirs. Passage remarqué, oui, un bel héritage. Un beau patrimoine. Oui. Ensuite, 2016-2022, retour en journalisme. Et là, à la radio privée. Oui, Cube. Oui, non, au 98.5. Oui, c'est ça. Oui. Mais ensuite, il y a... Non, je pense pas qu'il y a la Cube. Okay. Non. Et donc, retour comme candidat en fait non, mais c'est parce que je comprends votre méprise, c'est que c'est plus le patron de Cube qui est allé faire de la politique avec Bernard dans son parti, et non pas l'inverse. Ben ça, c'est un autre exemple de Pierre-Carl Péladeau, quand on parle justement de milieux qui peuvent être assez proches ou dans une certaine symbiose. Donc, on parle de quelqu'un qui a été quand même chef de l'opposition pendant 1 an et qui est propriétaire du plus grand groupe médiatique privé au Québec. C'est quand même pas rien. Mais c'est ça. Mais même, bon, on parlait... Non, mais on peut, tu sais, Pierre Duchesne, qu'on a reçu à la balado, qui est maintenant professeur de journalisme, mais qui a été journaliste à Radio-Canada, qui après ça fait de la politique, s'est retiré, a écrit une biographie de Jacques Parizeau. C'est drôle parce que Martine Biron citait René Lévesque. Ça, c'est toujours bon. Toujours bon aujourd'hui de citer René Lévesque. Dans une conversation. C'est toujours bon d'être un héritier ou une héritière de René Lévesque. Ralph Klein, premier ministre de l'Alberta, qui était journaliste, et Winston Churchill. Quand même. Rien de moins. Oui. Mais en même temps, je veux dire, moi, ça ne m'étonne pas dans le sens où, justement, comme c'est un milieu qui est un peu intégré à la vie politique, qui fait partie de la vie politique, c'est des gens qui brassent un peu ces sujets-là, qui les rencontrent. Donc, dans ce sens-là, c'est pas particulièrement étonnant non plus. Là. Et Philippe de Grosbois, il y a une chose qui n'est pas nommée et qui devrait l'être. Parce que moi, je travaille dans les médias depuis longtemps. Je suis pas journaliste, mais j'en ai connu. C'est un métier aussi où le pouvoir... Tu sais, avoir une tribune, c'est un pouvoir.
Mhm. Il y a des gens qui sont accros à ça, le pouvoir. Tu sais, au-delà du service public, parce qu'on mettait ça de l'avant, oui, mais l'envie d'en faire plus. Ouais. Dans les médias, il y a des gens qui ont des grosses tribunes, et je peux vous certifier que c'est des gens qui aiment beaucoup le pouvoir qui vient avec ça. Ouais. Martine Biron ne se présente pas à Québec solidaire, là. Elle se présente pas au Parti libéral. Elle se présente dans un comté assez sûr, dans un parti qui va avoir à peu près 100 députés élus aux prochaines élections. Fait que le risque est nul. Là. Ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais effectivement... Je dis pas qu'elle ne partage pas les idées, mais quelles sont les idées de la CAQ? À part se faire élire, il n'y a pas de grandes idées politiques qui animent ce parti-là. Alors peut-être que c'est aussi juste un power trip. Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas grave, là. Oui. Ben, on essaie de comprendre, en tout cas. Mais ben, c'est sûr que quand on regarde les positions qu'elle a eues sur le troisième lien, les analyses... ça, c'est drôle un petit peu, ça. Et ce que c'est maintenant, ben, c'est qu'on se dit, effectivement, c'est probablement l'attrait du pouvoir plus que le discours ou les idées de la CAQ elle-même. Mais juste sur le fait que les médias, c'est un pouvoir comme tel, ça, c'est vrai. En fait, c'est un capital, pas du capital économique, mais un capital de sympathie, un capital symbolique qu'on développe. Puis là aussi, on voit que la relation entre les médias et le pouvoir est pas si antagonique que ça. Le milieu politique aussi, il y a besoin des médias. Donc, c'est pas juste les médias vont confronter, harceler, essayer de désarçonner. Oui, ça existe. Bon, la commission Charbonneau, le Watergate, tout ça, c'est des choses qui existent. Mais il y a d'autres types de relations aussi. Le pouvoir essaie de se faire une place dans les médias. Il y a tout ce qu'on appelle les effets d'agenda. Donc, ils vont essayer de lancer des ballons politiques. On l'a vu pendant la pandémie. C'était flagrant où les politiciens, la CAQ, entre autres, qui était le parti au pouvoir, donnaient des informations à certains journalistes. Évidemment, les journalistes ne le diront pas, mais c'est ça qui arrivait. Et là, on avait, alors, selon nos sources, il pourrait y avoir un couvre-feu, après-demain au point de presse. Et là, finalement, arrivait le point de presse. Et là, on se rendait compte que non, ils ont reculé un peu. Fait qu'ils se servaient des journalistes. Et les journalistes sont contents. Parce qu'ils ont de l'information privilégiée aussi. Là. C'est un dialogue, c'est un tango. Donc, on est dans l'idée d'un certain écosystème. Donc, les médias ne sont pas seulement là pour confronter le pouvoir. La politique, c'est aussi une affaire médiatique. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a autant de candidatures de gens qui viennent des médias. C'est que ces gens-là ont accumulé quelque chose et donc, ça devient intéressant. Sont devenus des personnalités publiques. Donc, pour les politiciens, politiciennes, ça devient intéressant d'aller les chercher. On va l'écouter. Un journaliste qui a une belle candeur, Patrick Poivre d'Arvor, justement sur ce tango journaliste politicien. Je les tiens à distance. Je les appelle jamais pendant la campagne. Je ne déjeune jamais ni ne dîne avec eux depuis maintenant 6 mois. Je fais extrêmement attention de garder cette distance naturelle. Oui, ça me paraît important. Alors ça, c'est tiré de Chomsky et compagnie, un film documentaire français d'Olivier Azam et Daniel Mermet, réalisé en 2008. C'est sur la pensée de Chomsky. Chomsky qui, à l'époque, n'était pas encore pro-russe. Ce qu'on a vu dans les derniers... récemment, mais c'est une vieille personne aussi, alors il a droit à ses errements. On rappelle, Patrick Poivre d'Arvor a fait l'actualité aussi récemment, accusé de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel par 27 femmes, déjà accusé d'avoir publié un faux interview avec Fidel Castro en 1991, et aussi accusé d'avoir plagié une centaine de pages d'une biographie américaine d'Ernest Hemingway dans sa propre biographie française d'Ernest Hemingway. Alors, voilà. Rien de moins. C'est un journaliste parmi d'autres, mais c'est peut-être pas la plus belle incarnation. Je trouve ce passage-là très intéressant parce que là aussi, en passant, on est un peu dans la réflexion éthique déontologique. C'est de dire, dans le fond, moi, mon comportement individuel, on n'est pas dans une réflexion structurelle. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec cette réflexion-là, c'est qu'on est dans les choix individuels et donc, lui, sa règle éthique qui s'est donnée puis qui explique, c'est de dire, quand il y a une campagne électorale qui s'en vient, j'essaie de garder une distance, j'essaie de ne pas dîner avec eux, mais le simple fait de dire ça, c'est comme plus préoccupant que rassurant parce que tu dis, si finalement, c'est si proche que ça, puis il faut se... Bon. Oui. En fait, c'est des balises un peu factice et loufoque qu'un journaliste dise ça. Ouais, je m'abstiens de ce... On va l'écouter Martine Biron aussi parce qu'elle exprime un peu la même chose. Elle a donné une entrevue à Jannick Tremblay qui remplace Alec Castonguay à Midi Info cette semaine. On va aller l'écouter aussi un peu sur le même sujet. Est-ce qu'il est possible de fréquenter le pouvoir sans en être en quelque sorte contaminé, sans penser qu'on en fait un peu partie?
Vous parlez du pouvoir, là, mais il y a aussi les partis d'opposition. Quand on fait cette couverture-là, on est équitable pour tous. Et c'est important d'être équitable et de suivre ça. Et on est rodé, je dirais, avec le temps, à ce genre d'exercice-là. Moi, j'ai jamais pensé à faire de politique active officiellement, clairement, avant. Mais vous disiez tout à l'heure mais Martine, vous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours voulu faire ça. Oui, ben ça a toujours été dans ma tête, mais j'ai pas magasiné. J'ai pas regardé est-ce que je pourrais aller à tel parti ou à tel autre parti. J'ai reçu plusieurs offres de plusieurs partis politiques au cours des 8 dernières années, je vous dirais de 1 à 2 partis politiques. Alors, et j'ai toujours fermé les portes très rapidement. Là. Bon, rappelons que Martine Biron, elle le dit elle-même, c'est en janvier la première fois que la CAQ l'a courtisé. Et là, elle dit, j'ai dit non. Ouais. Donc, c'est réglé. J'ai donc été impartial, mais en même temps, comment on peut dire ça alors que de janvier à juillet, elle a critiqué la CAQ, cela dit. Elle a dit qu'il y avait des grosses têtes, mais elle a aussi critiqué le troisième lien. Puis là, soudainement, elle a bu le Kool-Aid de Québécois, pas Québécois, mais parce qu'on dit souvent dans le milieu, cette personne, Jean-Richard Martineau, a bu le Kool-Aid de Québécois. Elle a bu le Kool-Aid de la CAQ. Mais là, finalement, on adhère à toutes c'est quand même particulier. C'est ça, c'est qu'on est beaucoup dans une sorte d'idéal où est-ce qu'on sépare les choses. Tout est bien mis dans des cases. Puis là, bon, vous parlez dans janvier, puis c'est ça, fait que de janvier à juillet, fait que là, on doit comme supposer que c'est resté dans une case de son cerveau, que c'était pas une considération. Ben non. Effectivement, c'est un petit peu difficile à croire. Puis toute la réponse aussi sur la question des partis d'opposition, c'est ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas juste le penser à le parti au pouvoir, les partis d'opposition, mais plus le système politique en tant que tel, comment il fonctionne et sa relation avec le système médiatique. Je peux vous donner un autre exemple. Les émissions comme Le Club des ex, Les Mordus, La Joute à TVA, souvent, c'est des ex-politiciens, des ex-politiciennes qui se retrouvent dans ces émissions-là. Puis encore là, on est dans une dynamique un peu grise. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est exactement. Il y a des anciens députés, mais ils sont encore membres du parti. Tout à fait. Ils font un petit peu de spin, dans le fond, du côté de leur parti ou de leur position, mais en même temps, c'est présenté aussi comme de l'analyse. C'est un commentaire de gens qui seraient maintenant plus détachés parce qu'ils sont plus représentantes officielles de leur parti. Puis ça, c'est très courant. Puis même, c'est le genre d'émission où est-ce que quelqu'un comme Martine Biron, par exemple, pourrait être à côté de Jean-François Lisée, à côté de Amir Kadir, Lisa Frula à une autre époque, qui a été beaucoup au Club des ex. Jean-Pierre Charbonneau. C'est ça, donc ou Marie Grégoire. Donc, on se retrouve avec toute une classe de communicateurs, de communicatrices qui, moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu des conseillers, des conseillères du pouvoir, de dire, attention, là, il y a tel sondage qui dit ça, ou peut-être que cette déclaration-là, va falloir revenir là-dessus, on a besoin de davantage d'explications. Il s'adresse au public, mais il s'adresse aussi aux membres de leur parti, à l'opposition, au parti au pouvoir. Exact. Oui, c'est particulier, effectivement. Tout ça fait que on n'a pas tellement cette impression-là qu'il y a une séparation si nette que ça ou une confrontation. C'est comme une classe de gens qui est là un peu pour offrir un autre éclairage qui accompagne le pouvoir. Puis encore une fois, c'est pas pour nier le travail d'enquête de gens comme Thomas Gerbet, par exemple, qui sont dans une approche pas ici pour détruire beaucoup plus combative. Les journalistes, là. Non, mais c'est que je veux reconnaître que ça fait partie de la réalité aussi. Qu'il y a un travail d'enquête, puis il y a un travail qui est beaucoup plus combatif de confrontation. Mais il ne faut pas oublier une vaste partie du domaine aussi qui est beaucoup plus d'accompagner le pouvoir que de le confronter directement. Bon, reculons un peu dans l'histoire du journalisme parce que ce qui se passe actuellement, cette espèce de tango, parfois consenti, parfois moins consenti, il est un peu à l'origine, dans le fond, de la création de cette profession de journaliste. C'est pour ça que je disais tantôt que en soi, moi, c'est pas nécessairement un problème dans le sens où le journalisme, si on remonte plus loin que le 20e siècle, le journalisme, ça a toujours été
quelque chose de proche d'une certaine action politique, d'une intervention, parce que, bon, on parle d'intervenir finalement dans l'espace public, de mener des débats publics, donc c'est pas très étonnant qu'il y ait une synergie ou une... Puis c'est ça, quand on regarde dans l'histoire, avant le 20e siècle, il n'y avait pas de prétention, finalement, de donner cette impression-là qu'on est à l'extérieur. Le journalisme était plus ou moins par nature un volet du combat politique. Les gens pouvaient s'investir dans un journal, entre autres, comme une sorte de préparation à se faire connaître, justement, mais se faire connaître pas juste comme personnalité publique, mais parce qu'on défend une certaine cause. Ça pouvait accompagner différents mouvements sociaux, donc effectivement, mouvement ouvrier, mouvement syndical, les luttes contre l'esclavage aux États-Unis, il y avait de la production aussi de matériel. Si on regarde au Québec, bien, des journaux pour la cause du nationalisme, pour les vues du clergé, pour la colonisation. Donc, les journaux, quelque part, étaient là aussi comme un véhicule d'un certain projet. Des gens qui sont investis dans une cause, ces gens... Puis ça, je dis des choses qui sont un peu énormes parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui de dire il y a le journaliste d'un côté, il y a le militantisme de l'autre. C'est des choses qui, encore une fois, les cases. On peut pas... c'est des choses qui doivent être séparées, qui ne peuvent pas être mises ensemble. Mais on produisait quand même du bon matériel en faisant ce journalisme-là parce qu'on veut informer des gens, qu'est-ce qui se passe, mettons pour le mouvement ouvrier, qu'est-ce qui se passe avec telle mobilisation, telle grève? Est-ce que les gens ont besoin d'aide? On a besoin de leur envoyer des ressources? Ou en Europe, il est en train d'avoir une convention, il est en train de faire telle décision. Vous voyez, on pourrait faire la même chose ici. Donc, c'était de l'information qui était tout à fait pertinente, mais qui était, orientée dans un certain objectif. Donc, dans ce sens-là, c'était pas particulièrement étonnant que des gens qui s'étaient investis dans ces journaux-là, mais aussi dans cette cause-là, qu'éventuellement, ils ou elles se disent, là où je suis rendu dans mon cheminement, j'ai mené une certaine partie de ce combat-là en étant dans le journal ou en faisant différentes choses. Là, j'estime qu'à ce stade-ci, il faut que j'aille sur le terrain politique, il faut que je me présente en politique. Moi, en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Même si on avance dans le temps, quelqu'un comme Louis-Gilles Francoeur, par exemple, qui a été longtemps chroniqueur environnemental au Devoir, il ne s'est pas présenté en politique électorale, mais il est allé au BAP, donc Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Et il n'y avait rien d'étonnant là-dedans, dans le sens où on voit que c'est quelqu'un qui est très, très, très investi par ces enjeux-là. Et qui a envie d'aller plus loin. Exactement, d'aller à une étape supplémentaire, de se dire, peut-être que à ce stade-ci de ma carrière, je veux faire davantage ou prendre un risque, faire cette tentative-là pour pouvoir faire changer les choses. Donc, dans ce sens-là, c'est pas nécessairement un problème. Quand on parle de Martine Biron ou même de Bernard Drinville, là, c'est qu'on se dit, mais comment ça se passe exactement? C'est quoi le cheminement qui fait qu'un jour, on dit telle chose? Là? Parce que Bernard Drinville, c'est un peu le même phénomène, dans le sens où c'est quelqu'un qui a toujours été associé à la fibre indépendantiste avec un grand I du Parti québécois. Cela dit, notre pensée peut évoluer, mais là, il fait le son politique et renie un peu. Oui, c'est que effectivement, la pensée peut évoluer, mais sauf que c'est comme si on n'est pas témoin de cette évolution-là. Parce que quand on a leurs analyses, que ce soit Martine Biron ou même Bernard Drinville, peut-être moins Bernard Drinville parce qu'on est peut-être plus dans l'opinion... l'opinion plus brute, là. Chaud, mais les analyses, l'espèce de commentariat, c'est que il y a comme une prise de position, mais en même temps, c'est toujours un peu désincarné. Comme je disais tantôt, c'est va falloir qu'il fasse attention, le sondage dit ça. Ça, c'était un peu... Mais finalement, on ne sait jamais exactement où ces gens-là logent ou quel est le cheminement qui les a amenés éventuellement à faire ce choix-là. Ça, on ne le voit pas du tout. Philippe de Grosbois, est-ce que ça serait pas plus sain qu'on arrête d'avoir une vision un peu idéalisée du journalisme neutre qui est au-dessus de la mêlée et qu'on laisse les journalistes démontrer leur sensibilité idéologique ou est-ce qu'on devrait moderniser et être moins naïf par rapport à l'image d'Épinal qu'on a du journalisme? Moi, mon malaise, justement, par rapport à ces candidatures-là, c'est plus ça, en fait. C'est pas tant le fait qu'ils se présentent en politique, c'est le fait que
on n'a rien pour savoir où ces gens-là logent, ni avant puis ni même après, dans un sens. Hein, parce qu'on ne sait pas, Martine Biron, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le troisième lien, hop, c'est rendu correct. Donc, ça donne une impression de duplicité, en fait. Fait que moi, je me dis peut-être effectivement que si on en savait davantage sur où ces gens-là logent, sans nécessairement dire « je suis pour tel parti politique, j'ai une carte de tel parti », mais c'est quoi leur conviction? Qu'est-ce qui les anime? Ne serait-ce que ce qui les anime au point de les avoir amenés dans le journalisme, au point de couvrir les politiciens et les politiciennes, d'être à la colline parlementaire. Donc, moi, je ne veux pas nécessairement avoir une fiche avec des coches pour dire est-ce que tu es pour les OGM, contre les OGM, ce genre de choses-là. Mais d'en savoir davantage sur leur démarche intellectuelle, leur démarche politique, sans que ça soit nécessairement tout le monde non plus. Mais si on brisait un peu cette idée-là, qui est un petit peu illusoire, comme vous disiez tantôt, cette idée-là qu'on est en anglais, on appelle ça la view from nowhere. On est un regard qui vient un peu de nulle part. On est vraiment au-dessus de la mêlée. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça jure quand on arrive avec une candidature comme celle-là, parce qu'on se dit, voyons, il y a un fossé tellement grand entre le peu qui est affiché, parce que souvent, même d'ailleurs, quand on parle de déontologie, tout ça, les journalistes vont souvent dire, c'est important, par exemple, qu'un journaliste n'ait pas sa carte d'un parti politique. Mais là, passer de à peu près rien, de quelque chose d'un peu désincarné, là, c'est pas juste avoir une carte, c'est être candidat ou candidate d'un parti. Avec un ministère à la clé, probablement. Probablement. Donc, c'est un saut beaucoup plus important que celui d'avoir une carte d'un parti politique. Évidemment, il n'est plus journaliste en même temps, mais cet énorme fossé-là, moi, c'est plus ça le malaise. Puis donc, la manière, selon moi, de réduire le fossé, c'est pas de les empêcher de se lancer en politique, c'est d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui anime ces personnes-là. Même Vincent Marissal... qui avait courtisé le Parti libéral du Canada en premier lieu. Aussi. Ça l'a dit, il se retrouve à Québec solidaire. C'est pas un clash idéologique à ce point-là. Là. Puis moi, je veux dire, je suis pas dans la tête de Vincent Marissal non plus. Je sais pas jusqu'à quel point mais c'est juste que ça a étonné beaucoup de gens. Entre autres, justement parce que les analyses étaient... on n'avait pas nécessairement une couleur particulière. Il était très dur envers la classe politique quand il était analyste, politique et journaliste. Cela dit, il a quand même travaillé en relations publiques entre les deux. Il n'est pas passé de journaliste à politicien. Oui. C'était plus sur l'étonnement de voir que finalement, c'est ça qui me fascine, moi, en fait. C'est comment on peut être analyste, on peut faire des analyses sans que finalement on ait une idée très précise de ce qu'ils pensent pour vrai, finalement, ces gens-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à avoir une période tampon, au même titre qu'un journaliste qui fait de la politique et qui veut revenir au journalisme, il y a un purgatoire à respecter. On ne ferait pas la même chronique il y a 25 ans. On est dans un contexte de crise de confiance envers les médias, dans la population. Puis je pense que ces sauts en politique récents de journalistes, malheureusement, ça n'aidera pas à la crédibilité. Et là, François Cardinal peut bien faire ses textes le dimanche, le mot de l'édito, pour nous rappeler comment les journalistes sont importants, puis comment c'est un rempart et tout. Mais reste que ça nuit à la crédibilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que la Fédération des journalistes réfléchisse à une façon d'encadrer ce passage-là? Parce qu'on ne veut pas l'empêcher. Effectivement, tout le monde peut faire la politique, mais on peut quand même réfléchir, je pense, à comment on peut le faire puis que ça ne laisse pas un goût amer aux yeux de la population. Je pense qu'effectivement, ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Je pense, à ce que je sache, dans les congrès de la FPJQ, il y a quand même fréquemment des débats sur les cadres de journalistes, tout ça. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu même des débats là-dessus, parce que c'est quand même pas la première fois qu'on le voit. Ça pourrait valoir la peine d'aller plus loin. Je pense qu'au-delà de ça, ça pose la question aussi de l'indépendance des médias, de la distance, parce que l'approche de confrontation dont je parlais tantôt, c'est pas facile à maintenir. C'est comme nager dans le sens contraire du courant. Particulièrement au Québec, où on n'aime pas la chicane. Oui, puis c'est ça, c'est le Québec, c'est un petit milieu, et c'est facile avec le temps de développer des proximités, développer des affinités. Donc, de se donner le plus de mécanismes possible, que ce soit en termes de propriété, que ce soit la place du public dans l'orientation des médias, de donner une plus grande place au public, fait que
donc de ramener que finalement le travail des journalistes, c'est de rendre service au public pour garder une distance, cultiver davantage la distance entre les journalistes et le pouvoir. Mais je pense aussi que la discussion qu'on a en ce moment sur la relation du journalisme avec le pouvoir, puis le fait que des gens passent d'être à surveiller le pouvoir à l'exercer, c'est des questions qui travaillent pas seulement le milieu journalistique, c'est dans les mouvements sociaux en général, de voir une personne qui est critique d'un certain gouvernement, critique de certaines politiques, et ensuite qui fait le saut. Stéphane Guilbeault. C'est ça, Stephen Guilbeault, c'est un très bel exemple, qui passait au Parti libéral, qui a été impliqué dans différentes organisations écologistes, et puis qui là, tout d'un coup, se retrouve à défendre des projets pétroliers. Shirley Dorismond, qui a été candidate, qui a été élue donc la CAQ à Longueuil, je pense que c'est le comté de Marie-Victorin, et qui était à la FIC, donc qui était à la Fédération interprofessionnelle de la santé. Syndicaliste. Exact, qui avait, je pense, déjà eu des positions contre le racisme systémique. Évidemment, la FIC qui est très mobilisée contre le temps supplémentaire obligatoire dans le système de santé. Donc, 2 enjeux sur lesquels la CAQ se traîne plutôt les pieds. Et donc, on a le même phénomène aussi quand même de voir. Donc, c'est pas exclusif au journalisme. Il y a différents secteurs de la société qui tentent de confronter le pouvoir et qui éventuellement sont appelés. Il peut y avoir des gens qui sont appelés, qui sont séduits par cet appel-là. Sauf que peut-être la différence du journalisme, c'est que, étant donné qu'on reste dans une réflexion qui se restreint à la sphère déontologique, à la sphère de l'éthique et qui va moins dans le volet plus structurel. Comment structurellement le journalisme peut être lié, peut être en interaction avec la politique. Comme on n'a pas l'habitude d'aller très, très loin puis qu'on se raconte un peu des histoires de dire non, tout est séparé, tout est dans des cases, tout est correct, bien, ça fait qu'on a encore du chemin à faire, je pense, pour approfondir cette réflexion-là puis pour avoir des solutions qui vont être plus durables et plus efficaces. Tantôt, vous disiez c'est difficile d'être dans la confrontation tout le temps parce que c'est un petit milieu et c'est drôle parce que je rappelle, en fait, vous cristallisez pourquoi j'invite pas de politiciens à la balado. Mm-hmm. Je l'ai déjà fait la première saison. Marois Risky est venu. Je pense que c'est la seule. Et à un moment donné, j'ai décidé de ne plus le faire parce que je voulais pas avoir une relation. Oui. En les invitant, il y a aussi le fait que je trouvais que souvent on est dans la cassette, c'est difficile. Mais c'est que je me disais, si je me mets à les inviter, je vais avoir de la difficulté. À la longue, je vais avoir de la difficulté à garder un esprit critique par rapport à leur travail. Alors, je préfère pas les inviter. C'est super intéressant. Moi, je suis un grand fan de l'émission de Nouvelle Democracy Now! Aux États-Unis, qui est d'ailleurs un très bel exemple qu'on peut avoir un ancrage militant, avoir un certain engagement et faire un travail journalistique de très, très grande qualité. Et Amy Goodman, donc, qui tient la barre de Democracy Now!, elle appelle ça échanger les principes contre l'accès. C'est-à-dire qu'à force de vouloir, parce que l'idéal de plusieurs journalistes, c'est d'être à la colline parlementaire, c'est d'être proche du pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir avoir des confidences, les sources nous révèlent telle chose. Donc, on essaie de se rapprocher du pouvoir. Là, je mets des guillemets, mais c'est que ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accède davantage à ces sphères-là du pouvoir, tranquillement, on peut abandonner certains principes. Là, il y a des sympathies éventuellement qui peuvent se créer. Et pourtant, c'est pas une obligation de voir le journaliste comme ça ou de voir l'idéal du journaliste comme étant je vais avoir mon entrevue exclusive avec le premier ministre, avec Lucien Bouchard ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un comme Thomas Gerbet, encore pour prendre cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Aux États-Unis aussi, il y a plusieurs exemples. Des gens qui travaillent avec des documents, les gens à Mediapart, par exemple, ils peuvent faire des entrevues avec des politiciens et politiciennes aussi, mais de travailler avec des documents, parfois, on va même plus loin parce que de déconstruire la cassette, déconstruire le spin,
C'est beaucoup d'efforts. Finalement, on finit par noyer le poisson. Ça arrive rarement. J'ai rarement entendu un journaliste être capable de briser une cassette. C'est rare qu'on prend quelqu'un complètement au piège, alors que parfois, quand on a les documents, quand on a d'autres sortes de preuves tangibles, finalement, on fait quelque chose qui est beaucoup plus percutant qu'en disant je vais avoir telle entrevue, puis là, je vais réussir à le ou la coincer. On va terminer cette chronique avec la fin de l'entrevue de Martine Biron avec Jannick Tremblay à Midi Info cette semaine. Ça me fait un peu rire. Et si vous n'êtes pas élu, faites quoi? On traversera le pont quand on arrivera à les rivières. Quel pont, le 3e lien? Peut-être. Mais je dois vous dire, avant de vous quitter, que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait 25 ans, Martine Biron. Et on était à une conférence de presse et j'étais, par le plus grand des hasards, placé devant votre caméraman, oui. Et sans que je vous voie, il y a quelqu'un qui m'a saisi par les épaules puis qui m'a descendu pour que la shot, en quelque sorte, pour que le plan soit réussi pour les nouvelles. Et c'était vous. Sur le coup, ça m'avait pas plu beaucoup. Mais j'ai compris, vous êtes quelqu'un qui est très orienté vers le résultat. Je pense que vous allez être comme ça aussi dans la vie politique si vous êtes élu. Alors, on va vous suivre avec intérêt. C'était une belle finale. Quand même. D'entrevue. On voit qu'elle est passée de l'autre côté de la clôture, donc on va peut-être en dire un petit peu plus. Et voilà. Philippe de Grosbois, la glace est brisée. Merci. Je savais que ça allait faire, je pense, un nouveau segment, une nouvelle chronique qui va être passionnante. Alors, c'est une vigile médiatique, collision des récits. J'invite les gens à lire votre essai. Ça va vous permettre, après ça, d'être encore plus partie prenante de ce segment. Merci Philippe, on se retrouve très bientôt avec la campagne électorale qui s'en vient. Merci, bye. On va terminer comme on le fait chaque épisode en chanson. Philippe, vous êtes encore là? Je ne sais pas, le 8 août 1992 où vous étiez. Cette semaine, on commémorait la fameuse émeute du Stade olympique lors du spectacle de Guns N' Roses. En fait, il y a deux choses cette semaine, je ne dirais pas plus légères parce qu'elles ne sont pas, mais dans le domaine du divertissement, le décès d'Olivia Newton-John, qui, moi, il est peut-être même trop tôt pour en parler parce que moi, ça a été mon premier amour. Mon premier amour. Quand j'étais tout jeune, quand j'ai vu Grease la première fois, j'étais ancienne Lorette à l'époque et c'est un film qu'on présentait dehors l'été dans un parc à Ancienne Lorette, petite ville de banlieue de Québec. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Puis j'avais vu ce film-là et j'étais tombé en amour avec la Olivia Newton-John preppy du début du film. C'était beaucoup trop sexuel pour moi quand elle revenait avec son costume en cuir et tout. Et j'avais acheté, à l'époque, dans les dépanneurs, on pouvait acheter, oui, des cartes de baseball, des cartes de hockey, mais des cartes de Grease. Et j'avais une carte d'Olivia Newton-John que j'embrassais avant de me coucher. Oui, je sais. C'est une... on a tous c'est une confidence que je ne devrais peut-être pas faire. Mais bon, cette semaine est arrivé ça. Malheureusement, ce décès suite à une longue bataille contre le cancer. Mais il y a aussi eu, bien sûr, la commémoration des émeutes au Stade olympique. Puis Marc Rassivier a fait un texte là-dessus. Il y a eu d'autres textes. C'est drôle parce que moi, j'étais au stade ce soir-là. J'étais vendeur de bière. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans au Stade olympique. Je l'ai fait pour les matchs des expos. Quand il y avait 30 000 et plus, il m'appelait. Et là, j'étais dans les sections mezzanines. Moi, j'étais pas dans les allées, là, pas dans le stade lui-même, mais dans les passages qu'il y avait quand on sortait des estrades. Et quand il y avait des spectacles, ils nous appelaient également pour nous installer au kiosque. C'était très, très, très payant. Je me rappelle d'avoir fait 250 pièces de type au spectacle de Genesis dans ces années-là, 91-92. C'était très payant. Bon, ce soir-là, ce que j'ai pas beaucoup lu dans les textes, peut-être que les gens s'en rappellent pas, mais c'est qu'il n'y avait pas de bière alcoolisée à vendre et personne ne le savait avant d'arriver au stade. Nous-mêmes, quand on est arrivé en après-midi, en début d'après-midi, parce qu'il y avait quand même 3 groupes, on s'en rappelle, il y avait Faith No More, il y avait Metallica et Guns N' Roses. Oui, gros line-up. Je me demande s'il n'y avait pas un 4e groupe, mais j'ai fait des recherches puis je ne l'ai pas trouvé. Alors écrivez-nous, si, genre, peut-être pas le groupe de Montréal, là, mais genre New Metal, mais c'est flou, là, parce que je sais que le show de U2 aussi, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de groupes, si ma mémoire est bonne. Mais donc, les gens arrivent sur place et là, ils apprennent qu'il y a seulement de la Labatt.5. Alors évidemment, les gens sont en
tabarnak. Et je peux vous dire que la clientèle était majoritairement pour Guns N' Roses. Il y avait beaucoup de motards avec, on se rappelle, le début des années 90, c'est la guerre des motards partout au Québec. Alors, il y avait des motards qui, cela dit, donnent beaucoup de pourboires, mais ont des casiers judiciaires. Donc, et là, on sentait la tension. Nous, on apprend qu'il va y avoir seulement de la 0.5 à vendre parce que les gens avaient peur que ça dégénère. Faith No More arrive, ils font leur prestation. Et là, entre Faith No More et Metallica, il y a énormément de temps qui se passe. Je me demande si c'est pas 1h30, 1h45. Metallica arrive. Et là, on sait ce qui est arrivé dans le fond. Pièce pyrotechnique qui explose. Le chanteur se blesse. James Hetfield. Ils ont eu le temps de jouer 2 chansons, Creeping Death et The Shortest Straw. Continuent à jouer leur spectacle de façon instrumentale. Et là, encore une fois, longue interruption après le spectacle pour faire le changement, les nouveaux instruments, la batterie, ça prend encore, je sais pas, 1h30 peut-être, mais c'était très long. Et on sentait que les gens s'impatientaient. Et là arrive Guns N' Roses et le spectacle dure quelques minutes. Et là, moi, je sais aussi de sources sûres, je ne nommerai pas ma source, je vais faire un journaliste de moi, quelqu'un qui travaillait à la sécurité qui m'a dit que sans que ce soit tout planifié, mais Guns N' Roses avait réservé la salle tout en haut de la tour penchée du stade. Des limousines les attendaient. Donc, quand le bordel a pogné, ils sont partis, ils sont allés au centre-ville faire une tournée des bars, sûrement les pubs et les microbrasseries de l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Évidemment, ils sont probablement allés chez Paris ou des endroits comme ça. Et ils sont venus quand tout s'est calmé et ils ont fait la fête toute la nuit dans la tour du stade. Alors voilà. Grosse soirée. Et on va terminer justement avec une chanson de Metallica. Et ça va être une chanson instrumentale qui, à mon avis, peut-être la meilleure de tout le répertoire de Metallica, tirée de l'album Master of Puppets. La chanson Orion, qui est une constellation d'étoiles. Peut-être, qui sait, que Oliver Newton-John est déjà dans cette constellation d'étoiles, ainsi que la crédibilité de Martine Biron. Philippe de Grosbois, merci beaucoup d'avoir brisé la glace. J'ai très hâte déjà de vous réentendre. Passez une excellente semaine et on se retrouve bientôt dans vos oreilles.